Bienvenue au deuxième webinaire sur les aires protégées qui va porter sur les aires marines protégées. Je m'appelle Christelle Lausier, je suis chargée de projet en conservation à l'IDD PNQL. Merci à tous de nous accueillir virtuellement sur vos territoires respectifs. Je vais laisser maintenant le tour à ma collègue Pascale pour qu'elle puisse se présenter aussi. Bonjour tout le monde, merci d'assister à ce deuxième webinaire. Donc, mon nom est Pascale Ayotte, je suis également chargée de projet en conservation à l'IDD PNQL. Je vous rappelle que le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet Conservation et protection de la nature qui vise à favoriser l'implication des Premières Nations pour la conservation de la biodiversité et des milieux naturels. Le webinaire qu'on vous présente aujourd'hui est organisé en collaboration avec la SNAP Québec et la Fondation David Suzuki. Donc, je laisse d'ailleurs la parole à nos collaboratrices, Véronique Bussière de la SNAP Québec et Mélissa Molin-Dupuis de la Fondation David Suzuki. Oui, bonjour. Mon nom est Véronique Bussière. Je suis responsable de la conservation bioculturelle à la SNAP Québec. Je regarde les noms, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous étiez là la semaine dernière, mais au cas où il y aurait quelqu'un qui n'était pas là, je vais juste présenter brièvement la SNAP Québec pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est un organisme environnemental pan-canadien. En fait, nous, on est le chapitre québécois, mais en anglais, le Canadian Parks and Wilderness Society a un chapitre national, il y a un chapitre dans chaque province, pratiquement chaque province et territoire. Et puis, notre mission, nous, en fait, c'est la protection du territoire et des espèces en péril. Et on travaille en partenariat avec plusieurs acteurs. On travaille beaucoup, on a beaucoup de partenaires autochtones, donc des communautés autochtones. On travaille aussi en partenariat avec le gouvernement, avec l'industrie, puis avec d'autres communautés locales non autochtones. Et puis, je vais parler de moi juste 2 petites secondes. Donc, je suis en charge beaucoup des dossiers autochtones à la SNAP Québec, mais aussi de tous les dossiers marins. Ça fait une 20aine d'années que je travaille, moi, dans le domaine de la conservation autochtone, des aires protégées autochtones, en milieu côtier, en milieu marin. Donc, je suis très à l'aise de vous parler des aires marines protégées. C'est un peu mon dada. Très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui, puis hâte de partager un petit peu mes connaissances. Donc, je passe la parole à Mélissa, ma collègue de la Fondation David Suzuki. Oui, tout le monde. Alors, Mélissa Molin-Dupuis, je viens de la communauté des Cointites sur la Basse-Côte-Nord. Je travaille depuis maintenant 2 ans à la Fondation David Suzuki. Je suis responsable de la campagne boréale, mais je travaille aussi beaucoup à l'engagement du public auprès des communautés, mais aussi auprès du public non autochtone pour pouvoir parler des aires protégées autochtones, pour pouvoir parler aussi des savoirs ancestraux, de la pratique justement scientifique des communautés autochtones sur le territoire. Avec Véronique, on est très content de pouvoir venir parler justement de ces aires protégées-là parce qu'il faut changer le discours qui existe depuis quand même plusieurs décennies et ça ne peut pas se passer si on ne s'écoute pas les uns les autres. Et là, des fois, avoir à comprendre le système qui existe sur les aires protégées, ça nous permet après de pouvoir justement arriver auprès des gouvernements, auprès des partenaires justement, parce qu'on peut voir que dernièrement, Equantit sort officiellement, par exemple, le processus d'aller vers une aire protégée autochtone, mais en collaboration avec des communautés. Donc, moi, je viens ici beaucoup à titre de femme Innu qui a déjà aussi un parti pris par rapport à la gestion autochtone, mais aussi parce que je comprends qu'on est ensemble là-dedans puis qu'on a besoin du support de toute la communauté autour de ces aires protégées-là pour pouvoir que ça aille de l'avant et que ça ne devienne pas une lutte interminable entre 2 communautés. Et présentement, je pense qu'on voit que c'est la meilleure manière de fonctionner. On va de l'avant beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement et en respect justement des savoirs et des pratiques communautaires justement sur ces territoires-là. Alors, la semaine prochaine, c'est moi qui va faire la présentation sur les aires protégées autochtones et j'espère que vous allez apprécier celle-là parce que moi aussi, j'attendais juste de pouvoir entendre celle sur les aires marines parce que c'est une de celles que j'avais le moins de connaissances autour, mais que je pense qu'il est important puisque ça va venir connecter avec les aires protégées autochtones la semaine prochaine. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je vais céder la parole à Véronique. Oui, puis moi, je vais partager mon écran avec le PowerPoint. Donc, merci. Comme le disait Christelle, en fait, ma présentation de l'atelier, en fait, va être divisée en 3 parties. En premier, je voulais aborder un petit peu les enjeux vraiment particuliers au milieu marin parce qu'effectivement, la semaine passée, on parlait des aires
protégés en milieu terrestre, bien, il y a des enjeux particuliers juste de par la nature des écosystèmes marins. Ensuite, je vais vous parler des aires marines protégées au Québec. Donc, c'est quoi les statuts existants? Puis, il y a un cadre très particulier pour la mise en place d'aires marines protégées au Québec. Et puis, la troisième partie, donc, un peu plus aborder les questions en lien avec l'implication des Premières Nations, que ce soit dans la gestion, dans la création, puis peut-être des opportunités aussi à venir au niveau des aires marines protégées. Donc, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'aime particulièrement les milieux marins. Je fais de la plongée sous-marine. Ce sont des milieux que j'aime beaucoup. J'ai quand même eu la chance de faire pas mal de plongées sous-marines au Québec, notamment à la baie James. Donc, j'affectionne particulièrement les milieux marins. Donc, je suis très contente de vous parler de ça aujourd'hui. C'est des milieux, en fait, qui sont... Souvent, on a une méconnaissance des milieux marins parce que on ne voit pas ce qui est sous la surface de l'eau. On va avoir une idée de ce qui se trouve sur la zone côtière, mais beaucoup moins de ce qui se trouve sous l'eau. C'est des milieux très, très riches. Des fois, on a tendance à penser que nos eaux au Québec, parce qu'elles sont noires et froides, sont beaucoup moins riches que, par exemple, dans le sud. Oui, effectivement, c'est peut-être pas le même niveau, mais c'est quand même un milieu de vie très, très, très... très diversifié, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui se passent. Donc, je vais juste pour s'assurer qu'on est tous un petit peu qu'on part avec les mêmes bases. La semaine dernière, j'ai quand même fait tout un survol là, du cadre un peu plus au niveau des normes internationales des aires protégées. Je ne referai pas ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous représenter à nouveau c'est quoi la définition d'une aire protégée, parce qu'en fait, que ce soit une aire marine protégée ou une aire protégée, c'est la même définition. Un espace géographiquement clairement défini, reconnu et consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, encore là, géographiquement clairement défini, il y a une frontière. Des fois, on peut s'imaginer que c'est plus un défi de délimiter une frontière en milieu marin. Mais aujourd'hui, avec les outils comme les GPS, tout ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile de les mettre en place, mais ils sont moins visibles, parfois. On ne peut pas mettre une clôture, évidemment, autour d'une aire marine protégée, ce qui mène à certains défis au niveau de la gestion. Donc, c'est un espace où on met en place une gestion à long terme. Donc, habituellement, on dit à perpétuité pour toujours. Et puis, ce n'est pas juste de la nature, mais c'est les services, donc ce que la nature les écosystèmes nous procurent, puis aussi les valeurs culturelles, c'est important. Donc, maintenant, que sont nos milieux marins au Québec? Des fois, on ne se considère pas nécessairement comme un endroit où il y a beaucoup d'océans, quoique pour les communautés côtières, évidemment, je pense que c'est plus une réalité. Mais voici, je vous présente une carte. Bon, je suis désolée, la carte est un petit peu floue parce qu'elle provient d'un livre, mais je voulais quand même présenter en fait une des réalités par rapport aux milieux marins du Québec. C'est que les frontières de nos milieux marins sont assez incertaines. Je m'explique. Si vous suivez ma souris ici, bon, en fait, toute la côte ici là, qui longe Iou-Esti, Nunavik, le nord du Québec, tout ça, la frontière, elle est délimitée, mais non démarquée. Donc, c'est le rivage. C'est la ligne de rivage. Et puis, dans les accords ici qui ont été signés, on dit que c'est la ligne des bases eaux. Mais dans la réalité, on ne sait pas exactement elle est où, cette ligne-là. Donc, sur papier, elle existe, mais dans la réalité, on ne sait pas où elle est. Donc, ça soulève des enjeux particuliers, autant en termes de gestion, qui est responsable de quoi, quel ministère, quel niveau de gouvernement est responsable de quoi. Puis, comme vous le verrez aussi, la limite est vraiment le long du rivage ici. Donc, je ne m'attarderai pas beaucoup à parler de projets d'aires marines protégées dans la baie James, la baie d'Hudson ou dans le nord ici, même dans la baie d'Ungava, malgré le fait que les CRI du Québec ont un projet d'aires marines protégées, d'aires nationales marines de conservation, mais je ne l'aborderai pas beaucoup. Aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur la région du Saint-Laurent ici, de l'estuaire et du Golfe, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de projets. Encore là, la frontière ici, elle est incertaine. Donc, je vous pointe une première ligne ici. Ça, c'est en fait la frontière
qui est préconisée par le gouvernement fédéral. Celle-ci, qui est plus basse, avec en petit pointillé, c'est celle qui est préconisée par le gouvernement du Québec. Donc, on ne s'entend pas qui a juridiction finalement sur une bonne partie du Golfe. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais juste vous montrer ça pour le moment. Je vais y revenir tout à l'heure. En fait, ça a mené à la mise en place d'une entente bien particulière entre Québec et Ottawa pour la création d'aires marines protégées au Québec. Donc, mais je voulais quand même vous présenter cette carte-là parce que c'est quand même intéressant de voir qu'au niveau juridictionnel, il y avait quand même jusqu'à cette entente-là une certaine incertitude. Sinon, nos milieux marins aussi sont assez caractérisés. On parle de milieux marins, mais c'est ça, la majorité, c'est le fleuve. Donc, le fleuve a divisé en plusieurs tronçons. Le tronçon vraiment fluvial, dont je ne parlerai pas non plus beaucoup aujourd'hui. L'estuaire fluvial, dont je ne parlerai pas non plus beaucoup aujourd'hui. Les projets dont on va parler se situent plus dans l'estuaire moyen, le Saguenay, et dans l'estuaire maritime et le Golfe. Une des caractéristiques aussi de nos milieux marins, c'est, comme en fait à la baie James aussi, ce sont des milieux d'eau saumâtre et salée. Mais je vous dirais qu'au niveau des écosystèmes, c'est sûr que ça affecte les espèces qu'on va y trouver. Les milieux saumâtres, quand même, en tout cas, sont quand même assez semblables au niveau des espèces au milieu marin. Comme je le disais, nos milieux marins, c'est quand même des milieux qui sont caractérisés par une richesse biologique, puis qui supportent aussi une foule d'activités. Donc, le Saint-Laurent, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'activités qui ont lieu parfois au même endroit. On peut penser à la pêche, évidemment, il y a des activités d'observation des baleines, il y a de la navigation de plaisance qui se fait. La plongée sous-marine, comme je le disais, moi-même, j'en suis une adepte. Puis, en fait, tout ça se chevauche au-dessus dans un espace qui est quand même relativement restreint comparativement à d'autres milieux marins. Puis, ce qui mène aux enjeux particuliers qu'on retrouve dans le Saint-Laurent. Donc, tout d'abord, je pense que tous ceux qui vivent le long des rives du Saint-Laurent sont très au courant du fait que le Saint-Laurent est un important corridor de navigation. On pense à la voie maritime. Moi, j'habite à Montréal, donc je vois constamment des gros navires là, qui transitent par la voie maritime. Mais c'est vrai, en fait, tout le long du Saint-Laurent. Puis ça, évidemment, ça entraîne des risques puis des impacts particuliers. Bon, on pense tout d'abord aux baleines, parce que ça, c'est quand même des impacts qui sont assez médiatisés. Donc, les risques de collision avec les baleines. On entend à chaque année des carcasses de baleines qui sont retrouvées et qui ont vraisemblablement, qui sont entrées en collision avec des navires. La pollution sonore aussi, c'est un enjeu majeur pour les baleines. On pense notamment aux belugas. Récemment, d'ailleurs, il y a une étude là, qui est sortie, en fait, des résultats préliminaires d'une étude qui démontrait que les belugas sont probablement encore plus affectés qu'on ne le pensait par le bruit des navires, notamment dans le Saguenay. Donc, ça a quand même des impacts très importants à la navigation sur les baleines. On pense aussi à l'érosion des berges due au bâtillage. Le bâtillage, ça, c'est les vagues qui sont causées par le passage des navires. Donc, ça, c'est aussi un problème. L'érosion des berges est un problème très important tout le long du Saint-Laurent. Ça a des impacts au niveau des écosystèmes, donc des impacts environnementaux, mais ça a aussi des impacts humains sur les communautés qui habitent le long du Saint-Laurent. Si vous y habitez, vous en êtes probablement conscient. Mais à chaque année, il y a des gens dont le terrain se fait gruger petit à petit par l'érosion des berges. Donc, ça a des impacts sociaux, en fait, humains, puis économiques aussi. Un autre impact de la navigation, évidemment, c'est la pollution de l'eau. Les eaux usées, on peut penser au risque de déversement d'hydrocarbures aussi. Et finalement, le développement d'infrastructures portuaires pour accueillir tous ces navires-là.
Il faut quand même noter que l'industrie de la navigation, du transport maritime, a quand même fait beaucoup d'efforts dans les dernières années, là, puis a mis en place des mesures volontaires afin de réduire ses impacts. Entre autres, il y a l'Alliance verte qui existe, qui est une alliance donc d'armateurs qui travaillent à mettre en place justement des mesures pour réduire certains de leurs impacts. Dans le parc marin du Saguenay aussi, dont je vais parler tout à l'heure, il y a des mesures volontaires de réduction de vitesse. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de travail qui est fait en partenariat là, avec l'industrie pour essayer de réduire ces impacts-là, mais la réalité reste quand même qu'il y a beaucoup de transits qui se font dans le Saint-Laurent chaque année. Un deuxième enjeu, c'est celui des espèces en péril. En fait, notre Saint-Laurent abrite plusieurs espèces en péril. Je pense que le beluga, c'est probablement le plus connu d'entre elles. On en entend souvent parler. Malheureusement, notre population de beluga dans le Saint-Laurent est en voie d'extinction. Donc, c'est le degré le plus élevé de... excusez-moi, je suis un peu distraite. L'école de mes enfants qui appelle. Bon. Donc, c'est ça, c'est vraiment le niveau le plus haut là, au niveau des espèces menacées. Il resterait moins de 1000 individus de beluga dans le Saint-Laurent. La baleine noire de l'Atlantique Nord aussi, c'est l'espèce de baleine la plus menacée sur la planète, qui fréquente aussi les eaux du Saint-Laurent. Des fois, on l'oublie, mais on a des tortues marines au Québec, la tortue lutte, qui est une espèce aussi en péril qu'on voit à l'occasion, par exemple, aux îles de la Madeleine. Le rorqual bleu ou baleine bleue, la plus grosse baleine au monde, fréquente aussi nos eaux et est une espèce en péril. Puis le sébaste atlantique, bien, ça, c'est une espèce de poisson on a vu récemment quand même que les stocks, les populations ont remonté, mais il y a quand même un déclin de près de plus de 80 de sa population dans les dernières années. Donc, les causes de déclin des différentes espèces sont variées et parfois multiples pour une même espèce. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'impact du bruit sur les belugas. Pour les autres baleines, on peut penser au bruit aussi, au risque de collision, aux empêtrements dans les engins de pêche. Donc, les contaminants dans l'eau aussi sont un problème. Donc, parfois, une même espèce va être affectée par plusieurs causes. Ces espèces-là sont sous la responsabilité de différents ministères selon quel ministère leur a attribué un statut de protection. Comme le beluga, lui, il est considéré comme étant en péril autant au niveau fédéral que provincial. Il y en a d'autres espèces qui vont être juste désignées au fédéral ou juste au provincial. Donc, les deux paliers gouvernementaux se partagent la responsabilité de protéger les espèces. Un autre enjeu, c'est la pêche, en fait. La pêche, c'est évidemment un moteur économique pour plusieurs communautés côtières. C'est un mode de vie aussi pour plusieurs personnes, plusieurs familles. Par contre, on observe quand même un déclin de plusieurs stocks de pêche dans les dernières décennies. Bon, je nommais le sébaste, la morue, évidemment, c'est aussi un exemple qui est très, très connu. Et puis aussi, par rapport à la pêche, bien évidemment, il y a différentes sortes de pêche, on pêche différentes espèces, puis il y a différents engins de pêche qui sont utilisés, qui vont avoir des impacts différents sur les écosystèmes. Puis ça, c'est quand même important à noter là, au niveau des aires marines protégées, parce que les aires marines protégées vont légiférer souvent sur les types d'engins de pêche qui va être possible d'utiliser à l'intérieur de leurs frontières. Finalement, le quatrième enjeu que je voulais souligner, c'est celui des changements climatiques. Bon, évidemment, les changements climatiques, ça affecte partout sur la planète, pas juste les milieux marins, mais au niveau des milieux marins, ça a quand même des impacts assez spécifiques. Bon, le stress sur plusieurs espèces marines, notamment à cause des changements de température d'eau. On peut penser... c'est ça, des espèces qui vont se retrouver des fois à la limite de ce qu'ils peuvent tolérer, bien là, vont être déplacées à cause de ça.
L'acidification des océans aussi, c'est vraiment un phénomène très important. En fait, je ne rentrerai pas dans les détails biochimiques de ça, mais en gros, c'est que les océans absorbent énormément de carbone dans l'atmosphère, ce qui mène à leur acidification. L'eau étant plus acide, ça mène à une décalcification des espèces marines, notamment des crustacés, hein, où, les coquillages vont être affectés par une eau plus acide. Et puis ça, ça a des impacts évidemment au niveau de l'écologie, des écosystèmes, mais ça peut avoir des impacts aussi si ce sont des espèces d'importance pour la pêche, d'importance économique. Les changements climatiques, eux aussi, contribuent à l'érosion des berges, en fait, avec une plus grande fréquence de tempêtes ou le changement du régime des glaces, par exemple, ça contribue à l'augmentation de l'érosion des berges. Puis aussi, en fait, les changements climatiques de manière générale contribuent juste à augmenter l'incertitude puis l'imprévisibilité de tout ce qui se passe dans les milieux marins. Comme je dis, ce n'est pas particulier au milieu marin, mais c'est quand même important là, de tenir compte de ça quand on met en place des aires marines protégées. Et puis finalement, c'est un petit peu comme un cercle. Ici, les milieux marins en santé sont essentiels pour la lutte au changement climatique. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, les océans absorbent quand même une grande quantité de carbone. Puis, plus les écosystèmes vont être en santé, mieux les océans vont jouer ce rôle-là de captation, finalement, de carbone. Puis, tout à l'heure, je vais en reparler un petit peu là, quand je vais parler des bénéfices des aires marines protégées. Donc, pourquoi on met en place des aires marines protégées? Les aires marines protégées, une fois qu'elles sont mises en place et bien gérées, elles constituent des refuges pour les espèces marines. Comme je le mentionnais, quand même, nos espèces marines vont subir beaucoup de pressions différentes. Puis, en diminuant certaines de ces pressions-là, ça constitue des refuges. Évidemment, les espèces peuvent voyager, peuvent se promener. Il n'y a pas de frontières, là. Vraiment, c'est une ligne un peu imaginaire qu'on met. Mais ça constitue quand même, en diminuant les pressions à l'intérieur, on va quand même leur donner des zones où est-ce qu'elles sont à l'abri. Et puis, elles sont aussi, en fait, les aires marines protégées, je pense que c'est important de le dire, sont la source d'une foule de bénéfices autant au niveau écologique, environnementaux, social qu'économique. Donc, au niveau des bénéfices plus écologiques et environnementaux, je le mentionnais, protection des espèces en péril. On peut, par exemple, quand on met en place des aires protégées, on va cibler certains endroits, notamment l'habitat essentiel de certaines espèces. Je vais prendre l'exemple du beluga. L'habitat essentiel estival du beluga a été cartographié et reconnu. Puis, en fait, dans le plan de rétablissement de cette espèce-là, les gouvernements sont tenus de protéger son habitat essentiel. Bon, une aire marine protégée va contribuer à ça. Comme je le disais, c'est des refuges des pressions humaines aussi. On ne peut pas empêcher la pression des changements climatiques avec une aire marine protégée, mais si on diminue certaines activités au niveau, par exemple, de la navigation ou de la pêche, on va au moins enlever ces pressions-là. Donc, ça contribue au rétablissement des populations de poissons. Ça, il y a vraiment beaucoup de recherches qui démontrent ça, que après quelques années, là, ça aide aux populations de poissons à se rétablir. Et puis, donc, en protégeant, par exemple, les frayères, des zones qui sont fréquentées par les juvéniles, ou en protégeant des habitats aussi des espèces fourragères, donc des espèces qui vont servir à nourrir d'autres espèces plus grandes. On protège la biodiversité aussi dans son ensemble. Ça, c'est une des caractéristiques des aires marines protégées, contrairement à d'autres outils dont je vais parler tout à l'heure, comme les refuges marins. On protège l'ensemble des écosystèmes qui sont là, pas juste une partie. Fait qu'en faisant ça, on contribue à la résilience globale, en fait, des écosystèmes, à avoir juste des milieux marins en santé, une santé globale de la nature et de la Terre, parce que, la Terre est quand même couverte en grande partie d'océans. Donc, c'est très important d'avoir des milieux marins en santé. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, protéger nos milieux marins contribue à la lutte au changement climatique. On parle maintenant de carbone bleu.
Qu'est-ce que c'est le carbone bleu, en fait? C'est le carbone qui est stocké dans les milieux marins. Souvent, quand on pense lutte au changement climatique, on se dit on va planter des arbres, on va protéger des forêts. On pense à la forêt amazonienne, à notre forêt boréale ici. Mais en fait, les marais salins, par exemple, côtiers, sont vraiment des écosystèmes qui sont des puits de carbone très, très, très importants. Donc, je pense de plus en plus, il faut aller vers protéger ces milieux-là. À l'inverse, d'aller déranger le fond, donc draguer, par exemple, ces écosystèmes-là va mener à émettre des émissions de carbone qui étaient stockées dans les écosystèmes. Donc, d'où vraiment la double importance de les protéger. Des milieux côtiers en santé aussi vont contribuer à une meilleure protection des côtes quand il y a des tempêtes, par exemple. Puis, comme je le mentionnais, c'est sûr qu'on ne va pas empêcher la pression des changements climatiques, mais au moins, en réduisant les autres pressions, les aires marines protégées, ça va quand même donner des refuges où est-ce que nos espèces peuvent se rétablir là, en diminuant les autres pressions. Bénéfices socio-économiques, parce que c'est quand même important pour nous aussi. Bon, je parlais de rétablissement des populations de poissons. Ici, j'utilise un autre mot pour dire la même chose, rétablissement des stocks de pêche, donc rétablissement des populations de poissons qui sont particulièrement importantes d'un point de vue économique. Protection des paysages, aussi des lieux d'importance culturelle, parce qu'il ne faut pas se le cacher quand même, le tourisme, particulièrement au Québec, tout le long du Saint-Laurent est quand même basé sur la beauté de nos paysages côtiers et marins. Donc, c'est quand même d'importance sociale. Pour les gens qui habitent ces milieux-là, évidemment, c'est d'importance pour eux au niveau plutôt social, je dirais, mais ça a aussi une importance économique. Protection de lieux d'importance culturelle aussi particulière. Donc, les aires marines protégées aussi peuvent aussi procurer des opportunités au niveau récréo-touristique. On pense au parc marin du Saguenay, c'est sûr que ça, c'est vraiment un moteur important de l'économie de la région. C'est quand même un exemple notable à travers le Canada. Mais ça varie selon le type d'aire marine protégée tout à l'heure. Je vais y venir, mais un petit peu comme pour ceux qui étaient là la semaine dernière, la vocation de récréo-touristique n'est pas là dans tous les types d'aires protégées. C'est la même chose dans les milieux marins. Mais ça peut quand même, la mise en place et la protection peut attirer quand même des touristes qui vont y venir pour différentes activités. Une aire marine protégée aussi peut être utilisée pour des activités de recherche. Donc, ça aussi, ça peut être un apport économique dans une région. Puis, pour les activités éducatives aussi, on peut penser au milieu académique, mais aussi juste pour le grand public, c'est vraiment des opportunités de sensibiliser les gens aux enjeux marins. Comme je le mentionnais tout à l'heure, souvent, les milieux marins sont méconnus, mais mettre en place une aire marine protégée, c'est une belle occasion là, de partager de l'information sur ces milieux-là. Par contre, c'est important de dire que pour que les aires marines protégées nous donnent tous ces bénéfices-là, elles doivent répondre à certains critères. Donc, elles doivent avoir été mises en place pendant quand même un certain temps pour que ces bénéfices-là se réalisent. On doit mettre en place une gestion efficace, donc juste de désigner, mais de rien faire, de ne pas légiférer ou de ne pas réglementer les activités, ça n'a pas beaucoup d'impact. La taille est importante. Plus grand, c'est mieux. On parle, c'est ça, souvent, dans la science, on dit un minimum une centaine de kilomètres carrés. Ce n'est pas très grand, 100 kilomètres carrés. Donc, plus c'est grand, mieux c'est. L'emplacement aussi, de le placer au bon endroit. Tout à l'heure, je parlais de la protection des habitats essentiels de certaines espèces. Je parlais aussi du carbone bleu. Ce n'est pas quelque chose qui est encore très, très intégré, ça, dans la planification des aires marines protégées, carbone bleu, mais bref, c'est important de les mettre au bon endroit. La mise en place d'un réseau. Aussi, ça, c'est très, très, très important. En fait, la notion de connectivité entre une aire protégée, une aire marine protégée et une autre, particulièrement en milieu marin, parce que, par exemple, si on pense aux baleines, elles ne vont pas rester à l'intérieur, c'est pas parce qu'on désigne une aire marine protégée qu'elles vont rester à l'intérieur des frontières. Donc, qu'il y en ait un réseau à des endroits stratégiques où est-ce que les espèces peuvent se promener d'une aire marine protégée à une autre,
C'est très, très, très important. Et puis, finalement, la superficie totale de protection est très importante. Il y a vraiment un consensus scientifique établi là, pour qu'au moins 30 de nos milieux marins à travers la planète soient protégés pour arriver à tous ces bénéfices-là dont j'ai parlé. Comme la semaine dernière, je le mentionnais, il y a des cibles au niveau de la protection que les pays souhaitent ou doivent mettre en place. Autant le Canada que le Québec se sont engagés à mettre 10 d'aires marines protégées en place pour la fin de 2020. On est actuellement à 1,9 mais il y a des beaux projets qui ont été annoncés tout à l'heure, je vais y venir. Le Canada s'est engagé, lui, à 25 d'aires protégées, autant en milieu terrestre qu'en marin pour 2025 et 30 pour 2030. Le Québec n'a pas encore confirmé ses engagements pour la période après 2020. Mais si on le voit ici, par contre, la cible de 30 donc tout à l'heure, je parlais d'un consensus scientifique, ce n'est pas juste un chiffre qui est lancé en l'air, là, mais la communauté internationale et le Canada se sont engagés à atteindre cette cible-là qui est scientifiquement fondée. Donc, oups, je recule de une. Donc voilà, c'est la fin pour la première. Je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse se voir. Puis, si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Véronique. On a encore le temps pour quelques questions. Si vous avez des questions, si c'est possible de juste vous rapprocher du micro pour être certain qu'on vous entende bien, mais surtout pour que la traduction là, puisse être plus facile après ça là, pour l'instant. Je peux poser peut-être une petite question, Véronique. Je ne sais pas si oui. tu as la réponse. La semaine passée, on a parlé des aires protégées. Là, on parle d'aires marines protégées. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, faire peut-être un parallèle en termes de défis terrestres versus marins? Est-ce que tu vois des choses qui seraient plus difficiles à mettre en place, par exemple, dans le marin? Est-ce qu'il y a plus de difficultés dues à un écosystème qui serait différent? Ou... Bien, c'est certain que... je dirais que de manière générale, une chose qui est intéressante à voir, c'est qu'il y a quand même on est plus loin en arrière au niveau de la protection marine. Il y a eu beaucoup plus d'avancées au niveau de protection terrestre. On le voit juste là, dans les cibles. La cible était moins ambitieuse en milieu marin qu'en milieu terrestre. Je pense que la nature aussi très fluide des écosystèmes marins, le fait que on ne voit pas non plus parfois le dommage qui est fait dans les fonds marins, alors qu'une coupe à blanc, par exemple, on le voit tout de suite. Fait que je pense que ça aussi, ça contribue au fait que nos connaissances des milieux marins sont quand même un peu moins avancées. Par exemple, au niveau juste de la gestion des pêches, c'est beaucoup basé sur de la modélisation, sur des extrapolations. C'est quand même une science qui est très avancée, là, puis ça fait des années. Mais ça reste que c'est beaucoup plus difficile d'estimer des populations sous la surface de l'eau. Fait que je pense que juste, c'est ça, la nature même des écosystèmes fait que au niveau, c'est ça, de la science, de la gestion de tout ça, c'est un peu plus compliqué. Puis sinon, je l'ai mentionné aussi au niveau de la juridiction, c'est quand même des milieux aussi où est-ce que c'est complexe. Tu sais, je pense que pendant longtemps, si on pense au fleuve Saint-Laurent, pendant longtemps, c'était comme considéré comme la poubelle, hein? Tu sais, ça passait, puis on mettait nos déchets, puis c'est beau, tout s'en va. C'est dans les dernières décennies qu'on s'est rendu compte là, de l'importance. Fait qu'il y a comme tout un rattrapage qui a eu à avoir lieu finalement. Là. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, là, mais oui. Oui, merci. On a encore un petit peu de temps s'il y en a d'autres qui ont des questions. Puis aussi, si jamais là, il n'y a pas de questions tout de suite, mais ça vous revient plus tard, là, il n'y a pas de problème non plus pour les poser plus loin dans le webinaire. Peut-être juste un commentaire, Pierre-Léonard et Spit, peut-être voir comme espèce en péril le sébaste. Je sais que le statut existe, mais actuellement, c'est la plus grosse biomasse qu'on a c'est vrai, à Saint-Laurent. Bien, c'est ça. C'est un point très intéressant, en fait, parce qu'effectivement, là, il y a quand même un statut très élevé au niveau de la protection. Mais je le mentionnais, là, tu sais, je l'ai dit, les stocks ont remonté. C'est vrai, puis on en parle, mais le processus de désignation d'aire protégée, il y a comme un laps
Oui, non, c'est une bonne précision. Merci. Oui, c'est important de le dire. Des fois, il y a un délai finalement entre ce qui se passe dans les écosystèmes et les processus de désignation. Oui, merci. Donc, merci à tous. Je pense qu'on va être prêt pour reprendre. Véronique, là, aussitôt que toi, tu es prête aussi de ton côté. Donc, re-bienvenue à tous et à toutes. Donc, maintenant que je vous ai donné un peu plus le contexte et parler un peu plus des milieux marins, bien, je vais vous parler on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la mise en place, la création d'aires marines protégées au Québec. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un cadre un petit peu particulier pour la mise en place d'aires marines protégées au Québec. Entre autres à cause là, du contexte juridictionnel, puis du fait que, bon, il n'y a pas nécessairement d'entente sur où la frontière entre la juridiction du Québec et du gouvernement fédéral se situe. Donc, en 2018, les deux paliers de gouvernement ont signé une entente cadre, une entente bilatérale pour la création. En fait, c'est l'entente bilatérale Québec-Canada pour la création d'aires marines protégées au Québec. Cette entente-là, en fait, ça constitue le cadre de collaboration pour déterminer, planifier et mettre en place des aires marines protégées et en assurer le suivi, le tout de manière conjointe au Québec. Et ça permet aussi de coordonner les démarches au niveau de l'information, de la concertation et de la consultation. Donc, il y a un groupe bilatéral sur les aires marines protégées Canada-Québec, communément appelé de son petit nom le GBAM, qui a été mis en place. Et ça inclut pour le gouvernement fédéral le ministère des Pêches et Océans, MPO, l'Agence Parc Canada et Environnement et Changement climatique Canada. Et du côté du Québec, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le ministère Forêt, Faune et Parc, le ministère de l'Agriculture, des Pêches, mon Dieu, j'ai comme un blanc sur l'acronyme. J'ai un blanc, je m'excuse, mais le MAPAC et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Voilà. Donc, tout ce beau monde, en fait, c'est au niveau des sous-ministres adjoints qui se rencontrent. Puis, il y a tout un cadre établi. Là, ils doivent se rencontrer au minimum 2 fois par année et puis s'assurer donc de la mise en place de cette entente-là et de la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées. Donc, c'est beaucoup moins compliqué. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, je vous avais dit qu'il y avait 32 statuts différents d'aires protégées disponibles au Québec en milieu terrestre. En milieu marin, c'est beaucoup plus simple. J'ai même réussi à mettre tout ça dans un beau tableau qui rentre sur une diapositive. Donc, au niveau... bon, en fait, je recule de 3 pas. Donc, comme je le disais, dans le cadre de l'entente, tout doit être fait de manière conjointe. Donc, quand on met en place une aire marine protégée au Québec, il y a toujours 2 niveaux de protection. Il va y avoir un statut, là, je dis pas vraiment de hiérarchie, là, mais il va y avoir un statut au niveau du Québec et un statut au niveau d'Ottawa qui va être mis en place sur le même emplacement. Et puis, voici les outils donc qui sont disponibles. Au niveau du gouvernement fédéral, en fait, pour le ministère des Pêches et Océans, l'outil s'appelle le Zone de protection marine. Donc, ça, c'est sous la loi sur les océans. Puis, un exemple au Québec, en fait, récent, c'est le banc des Américains, qui est situé juste au large là, de l'île Bonaventure, là, pas très loin de la côte gaspésienne. Ensuite, la deuxième agence, la deuxième instance gouvernementale fédérale qui peut mettre en place une aire marine protégée, c'est l'Agence Parc Canada et son outil à lui, c'est l'aire marine nationale de conservation. Il n'y a pas encore d'exemple au Québec d'aire marine nationale de conservation. Comme je le mentionnais, il y a un projet là, dans la baie James avec les cris qui est en place depuis plusieurs années. Là, ça fait 12 ans en fait que la proposition a été déposée, mais ce n'est pas encore complété.
Ensuite, le troisième outil, c'est un outil d'Environnement Canada au niveau fédéral, c'est les réserves marines de faune. Donc, l'équivalent de leur... en terrestre, il y avait des réserves de faune, des réserves nationales de faune. On peut avoir des réserves marines de faune. Au Québec, il n'y en a aucune. Sinon, au niveau des statuts québécois, en ce moment, il y a le statut de réserve aquatique qui est disponible. Il y a un exemple au Québec qui est la réserve aquatique projetée de Manicouagan, le long de la Côte-Nord. Par contre, ici, c'est important de mentionner que, donc ça, c'est un statut qui existe sous la loi de la conservation du patrimoine naturel qui est à l'instant même en processus de révision. En fait, elle est en train, alors qu'on se parle, d'être étudiée en commission parlementaire, la nouvelle version de la loi. Et il va y avoir un nouveau statut, vraisemblablement, de réserve marine qui va exister. Donc, le Québec va se doter d'un statut spécifiquement pour mettre en place des aires marines protégées. Et c'est vraisemblablement ce qui va être utilisé là, pour être mis en place, en tout cas, c'est ce qu'on envisage là, pour, comme niveau de protection pour le banc des Américains, qui a actuellement juste le statut fédéral là, de zone de protection marine. Sinon, en fait, il y a aussi la possibilité de mettre en place une loi spéciale. C'est ce qui a été fait dans le cas du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Donc, c'est une loi. Le parc marin, on dit que c'est un parc marin. C'est co-géré par le fédéral et le provincial, donc Parc Canada, la CEPAC, le MFFP. Mais ce parc-là a sa propre loi. Donc, ce n'est pas sous la loi des parcs nationaux ni sur la loi des océans ou quoi que ce soit. Et finalement, le dernier outil, c'est la réserve de territoire pour faire d'aires protégées. Ça existe aussi en milieu terrestre. Et ça n'avait jamais été utilisé en milieu marin, mais le ministère de l'Environnement du Québec a fait une annonce il y a de ça, je crois, 3 semaines, si je ne me trompe pas, pour la mise en réserve de territoire pour fin d'aires protégées pour les projets d'aires marines protégées de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Donc, ce processus-là n'est pas encore complètement complété. Tout à l'heure, je parlais un petit peu plus du processus de création, mais c'est un outil là, qui est utilisé pour la première fois au Québec. En fait, c'est comme une étape intérimaire pour se rendre éventuellement à la mise en place d'un statut de réserve marine et probablement de zone de protection marine. Encore là, comme en milieu terrestre, chaque statut a un peu ses objectifs de conservation propres. Pour la zone de protection marine, bon, ben, c'est l'habitat des espèces marines, ça peut être des espèces en péril, ça peut être aussi des endroits qui ont comme une caractéristique particulière au niveau marin. Si on pense au banc des Américains, par exemple, il y a une zone de très grande, il y a comme un talus sous-marin qui est caractérisé par une grande richesse sous-marine. Donc, on va protéger cet endroit-là. Les aires nationales marines de conservation, ben, il y a l'idée de représentativité, donc de protéger des endroits un peu partout au Canada. Là, un exemple, si on veut, de chaque type d'écosystème. Mais comme c'est l'Agence Parc Canada, il y a aussi la vocation récréotouristique qui est là, qui est très importante, qui fait partie de l'objectif. Les réserves marines de faune vont viser aussi à la protection d'habitats de certaines espèces en particulier. Pour la réserve marine, je ne parlerai pas même de la réserve aquatique, là, parce que dans quelques mois, ça n'existera plus. Mais la réserve marine, on sait qu'il y a l'idée de représentativité. Donc, encore là, de protéger des échantillons, si on veut, un peu chaque écosystème qui existe au Québec. Puis, il y a probablement autre chose aussi qui vont entrer dans les objectifs de protection. Mais ça, c'est encore à déterminer, là, en fait, à voir dans quelques mois quand la version révisée de la loi va être disponible. Et peut-être dernière chose qui est importante à dire, puis qui est quand même assez intéressante, donc dans le cadre de ces outils-là, puis de l'entente qui existe au Québec, c'est que, donc, Ottawa a certaines responsabilités. Et donc, par exemple, si on pense, bon, la pêche, c'est sous responsabilité du fédéral, le transport maritime aussi. Puis Québec, lui, va avoir des pouvoirs plutôt au niveau, par exemple, de certaines activités industrielles qui vont avoir lieu. Donc, on arrive à protéger l'entièreté, si on veut, des éléments de notre écosystème
en superposant ces deux statuts-là qui chacun vont aller légiférer sur certaines activités. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez remarquable. Puis, c'est sûr que ça fait un processus assez complexe, mais au bout du compte, on arrive, en fait, en travaillant en partenariat et en collaboration, les deux paliers gouvernementaux vont arriver à offrir une protection là, à l'entièreté des éléments de l'écosystème. Donc, ici, je n'irai pas en détail pour ça, mais dans la version, parce que je n'arrivais pas à tout faire rentrer ça, donc, en français et en anglais sur la même diapositive. Donc, si vous avez les deux versions un petit peu plus détaillées du tableau que vous pourrez lire là, quand vous recevrez le PowerPoint si vous le souhaitez. Donc, au-delà des objectifs de conservation propres à chacun de ces statuts-là d'aires protégées, au Canada, il y a maintenant des normes minimales auxquelles doivent répondre toutes les nouvelles aires marines protégées qui sont mises en place. Ces normes minimales-là ont été adoptées en 2019 par le gouvernement du Canada. Donc, les deux projets qui ont été annoncés récemment là, dans le Saint-Laurent au niveau de l'estuaire du Golfe devront répondre à ces nouvelles normes-là. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 4 activités qui doivent être interdites dans toutes les aires marines protégées. Les activités pétrolières et gazières, les activités minières, l'immersion de déchets et le chalutage de fond. Et puis, donc ça, c'est un peu ce qui est propre à toutes maintenant les nouvelles aires marines protégées. Ce qui a trait aux autres mesures de conservation et de protection, bien, celles-ci sont mises en place suite à des processus de consultation, de discussion ou pour répondre à des enjeux particuliers là, de chaque endroit à protéger. Pour ce qui est du portrait, donc au Québec, tout à l'heure, je mentionnais qu'on était à 1,9 %. Donc, on a notre fameux parc marin Saguenay-Saint-Laurent qui est ici, qu'on voit en bleu, qui couvre une partie du Saguenay, puis de l'estuaire, de part et d'autre de l'embouchure du Saint-Laurent. En espèce de vert pâle, on aura la réserve aquatique projetée de Manicouagan, qui est encore en statut projeté. Je vous rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, en fait, c'est que, donc, comme c'est une réserve aquatique, on doit mettre en place un processus de bureau d'audience publique en environnement, donc de BAP, avant que ce soit un statut permanent. Cette étape-là va disparaître avec la révision de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Donc, on peut présumer que cette réserve aquatique-là va devenir une réserve marine avec le nouveau statut qui va être disponible. Et puis, le carré jaune là, qu'on voit, bien, ça, c'est le projet conjoint dans la marine protégée du banc des Américains, en fait, qui a été désigné comme une zone de protection marine sous la loi des océans là, par Pêche et Océan. Ça, c'est fait, c'est officiel, le statut est en place. Il reste à mettre en place le statut au niveau du Québec pour cette zone-là. Vous remarquez, en fait, juste fait intéressant, là, ici, on a vraiment une boîte carrée. En fait, ça a été mis en place, entre autres, juste pour faciliter un petit peu la gestion de tout ça. C'est plus facile, en fait, d'avoir on pense aux navigateurs, aux pêcheurs, tout ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir une forme géographique carrée, finalement. On a réussi à y inclure quand même toutes les caractéristiques du milieu qu'on avait à protéger. Mais c'est pour ça que cette boîte carrée-là qui est un peu différente finalement de ce qu'on voit là, ici, mais qui elle, au niveau du parc marin puis de la réserve aquatique projetée de Manicouagan, mais qui suit en fait la ligne de rivage. Et puis, je vais quand même faire une petite parenthèse pour vous parler des refuges marins. Donc, les refuges marins, c'est un autre outil de protection marine, mais qui n'est pas une aire marine protégée et qui ne compte pas vers nos objectifs là, dont je parlais tout à l'heure de 10 % d'ici la fin de l'année. Ces refuges marins-là, qui sont situés un peu là, de part et d'autre de l'île d'Anticosti, ont pour but de protéger en majeure partie les coraux et les éponges de fond. Donc, ce n'est pas l'entièreté de l'écosystème qui est protégé, mais seulement un élément, une espèce. Donc, c'est pour ça que Québec ne les compte pas vers ses objectifs. Ottawa le fait, par contre. Le Canada les compte. Donc, bon, ça, c'est des questions un petit peu de comptabilité là, au niveau des gouvernements.
Mais c'est ça, donc ceux-là existent. Et puis, vous allez voir, en fait, là, je vais vous présenter les projets qui ont été annoncés. Québec avait quand même la volonté d'augmenter la protection sur ces refuges marins-là, puis propose maintenant de les transformer, la majorité, en fait, en aire marine protégée, donc de venir ajouter de la protection. Voici les projets. En fait, là, je vous présente la carte qui a été présentée l'an dernier, en 2019. Ça, c'était des projets, donc le projet de l'estuaire qu'on voit ici en vert et le projet dans le golfe qu'on voit ici en rose. Il y a des annonces qui ont été faites, là, comme j'ai dit, à la fin septembre. Et puis, les cartes sont un petit peu différentes, mais à ma connaissance, elles ne sont pas encore publiques, les cartes. Donc, je n'avais pas la permission de vous les présenter aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous qui vont prendre part aux consultations ou qui sont en train de se faire consulter les ont vues, les cartes. Mais pour le moment, je m'en suis tenue aux cartes de l'an dernier. C'est sensiblement la même chose. En fait, cette petite partie est disparue, puis il y a un endroit qui a été ajouté, je pense, ici. Et au niveau des refuges marins, je vais retourner en arrière. En fait, il y en a deux là. Ici, celui-là n'est pas inclus, mais tous les autres maintenant, donc je retourne un petit peu. Donc ici, entre autres, c'est ça, sont inclus. Donc, maintenant, il y en a 11 refuges marins qui vont être transformés en aires marines protégées, puis qui vont constituer un peu le réseau d'aires marines protégées dans le golfe. Ce qui est intéressant, dans les propositions de projets qui ont été là, bon, déjà, l'habitat essentiel du beluga, maintenant, est inclus dans le projet de l'estuaire. Ici, on voit, là, il y a comme des blocs un peu différents. En fait, c'est parce que c'est ça, c'est des zones, une approche de zonage, en fait. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les aires marines protégées, on fait beaucoup ça, cette approche-là de zonage. Notamment dans les aires nationales marines de conservation, ça fait partie de la loi et de la politique. Donc, des zones avec des degrés de protection plus ou moins élevés. On va avoir souvent une petite zone où est-ce que le degré de protection va être très élevé, où est-ce qu'il y a à peu près pas d'activité. Comme si on pense souvent des Américains, là, il y a une zone qui correspond à peu près à 13 % je crois, si je ne me trompe pas, là, de la zone de protection marine, là, où est-ce qu'on est vraiment en protection stricte, où est-ce qu'il y a juste la pêche traditionnelle autochtone non commerciale qui est permise. Puis ensuite, dans le restant de l'aire protégée, on va légiférer, par exemple, sur le type d'engin de pêche qui est permis, mais on va quand même permettre une certaine pêche commerciale. Selon les objectifs là, et les caractéristiques du milieu. Donc ici, pour le projet dans l'estuaire, on ne connaît pas encore les mesures de protection de conservation qui vont être mises en place, mais c'est par exemple la zone là, qui est vraiment ici là, entre Escipit et Pessamit, ça vise beaucoup la protection du rorqual bleu, entre autres. Il va y avoir une autre zone qui va être ici plus sur le long de la rive sud, qui va être pour la protection de l'habitat essentiel du beluga, des espèces fourragères. Donc, ils ont ciblé vraiment des zones avec divers objectifs. Puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est que tous ces sites-là qui constituent le projet du golfe, en fait, ne vont pas suivre leur processus séparé, mais sont vraiment considérés comme une aire marine protégée multisite. Puis ça, c'est quand même, moi, je veux souligner quand même le beau travail des gouvernements à ce niveau-là, parce que je sais que, par exemple, en Colombie-Britannique, c'est un problème. Dans le réseau, il va y avoir des processus de consultation pour chaque petit site, puis vous pouvez imaginer à quel point c'est long, puis ça vous demande beaucoup à vous en tant que Première Nation, si vous devez être consulté sur chaque site. C'est des processus interminables, ça demande beaucoup de ressources. Mais ici, ça va être fait comme d'un bloc. Donc, c'est très bien. Je trouve que c'est une belle façon d'avancer plus rapidement, puis de réduire, en fait, le temps et l'énergie qui doit être consacré à tous ces processus-là de consultation. Donc, puis peut-être dernière chose aussi, je retourne en arrière un peu. En fait, avec les projets qui ont été annoncés, là, incluant la version avec les 2 refuges marins additionnels ici, Québec va atteindre son objectif de protection pour la fin de l'année. Et pour le moment, excusez-moi, ce n'est pas la COVID, c'est juste une sécheresse parce que je parle beaucoup. C'est ça, en ce moment, ce qui a été annoncé par rapport à ces projets-là,
c'est la mise en réserve de territoire. Donc, si vous vous souvenez, là, dans le tableau, je vous avais présenté ça parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à avancer assez vite dans leur processus conjoint avec Pêche et Océan pour mettre en place des processus de consultation là, pour les statuts d'aires marines protégées. Donc, Québec avait vraiment, le gouvernement du Québec, en fait, le ministère de l'Environnement avait vraiment la volonté de pouvoir faire une annonce significative par rapport à ces projets-là d'ici la fin de l'année pour pouvoir les compter à son registre et atteindre son objectif de 10 %. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé cet outil-là de mise en réserve de territoire. Donc, pour le moment, ça va être seulement les frontières qui vont être délimitées. Et ça va être une protection contre les activités industrielles, donc pas d'activités liées aux hydrocarbures, mais en fait, ça, c'est déjà interdit dans la majeure partie du Golfe là, au Québec. Pas d'activités minières et pas d'activité non plus de production d'énergie, par exemple, par la force des marées ou hydriques. Voilà. Mais les mesures de conservation particulières, par exemple, par rapport aux autres activités au niveau de la pêche ou tout ça, ça va être plus tard que ça va être mis en place. Donc, c'est tout pour la deuxième partie. Je vais arrêter à nouveau de partager mon écran. Si jamais il y a des questions. Véronique, on a une question dans le chat, si tu veux. Oui. Je ne sais pas si tu préfères que je la lise ou si tu veux la lire. Ah, je peux aller voir. Nous avons différents statuts dans l'estuaire. Qu'en est-il du transport maritime? Oh, je vais la lire à voix haute. Donc, bonjour. Je constate qu'il y a beaucoup de zones protégées avec différents statuts dans l'estuaire. Qu'en est-il du transport maritime? Quelles seront les mesures qui devraient être imposées relativement au transport maritime? Je pense notamment à l'habitat essentiel du beluga. Bon, c'est une excellente question. Puis c'est vrai que le transport maritime, c'est quand même un enjeu majeur dans les aires marines protégées. C'est assez difficile de légiférer sur le transport maritime. De ce que je comprends, il y a, parce que souvent c'est lié à des ententes internationales. Donc, c'est légiféré, c'est sous responsabilité du gouvernement fédéral, mais qui a quand même en tout cas, il y a des obligations à cause des ententes internationales. Donc, ce n'est pas simple. Si on prend le cas du parc marin du Saguenay, tout à l'heure, je l'ai mentionné, il y a des mesures volontaires qui ont été mises en place. Et ça fonctionne relativement bien. Je sais qu'il y a des études là, récemment qui ont été publiées qui démontraient qu'il y avait quand même des débarrassements de vitesse, mais dans le cas du parc marin du Saguenay, l'approche a été d'y aller pour des mesures volontaires plutôt que sous la contrainte ou de légiférer, parce que l'idée, c'est que si on explique les raisons, les gens souvent, en fait, ils vont comprendre et il y a une plus grande, les gens vont être plus portés à suivre des mesures volontaires étrangement que s'ils risquent d'avoir une contravention ou quoi que ce soit. Puis, il y a quelque chose de particulier ici dans le Saint-Laurent. Vous le savez probablement, là, mais je vais l'expliquer quand même pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a quelque chose qui a été mis en place, un système où il y a des pilotes particuliers pour le Saint-Laurent. Donc, arrivé à un certain endroit, le pilote du bateau qui arrivait, je ne sais pas, par exemple, d'Europe ou peu importe, va laisser sa place à un pilote particulier pour le Saint-Laurent. Et apparemment, ça aussi, la majorité des pilotes du Saint-Laurent vont suivre toutes ces mesures volontaires-là. Et des fois, les contrevenants vont être ceux qui n'étaient pas nécessairement les pilotes du Saint-Laurent. Ceci étant dit, c'est ça. Donc, la question mentionnait qu'il y avait plusieurs statuts différents. En fait, il va en avoir deux. Il va y avoir le parc marin, puis il va y avoir l'autre aire marine protégée de l'estuaire, qui va avoir des zones, mais à l'intérieur d'un même statut. Donc, oui, probablement. Puis en même temps, là, je ne peux que spéculer parce que les discussions et les consultations n'ont pas encore eu lieu par rapport à ça. Mais c'est certain que pour que l'aire marine protégée remplisse un peu son objectif de protéger l'habitat essentiel du beluga, notamment dans des endroits où c'est des pouponnières, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau du transport maritime. Mais je ne peux pas me prononcer sur ce qui va être fait. Comme j'ai dit, là les processus de consultation et de discussion vont avoir lieu dans les mois à venir, finalement. Mais la question du transport maritime, c'est quand même complexe dans les aires marines protégées.
J'avais peut-être une petite question en regard des normes minimales qui sont appliquées depuis 2019. On parlait des activités pétrolières, chalutage, des activités minières. Quand on parle d'immersion des déchets, est-ce que ça comprend les débris ou les déblais de dragage? C'est une bonne question. En fait, en ce moment, il y a un groupe de travail au niveau fédéral qui sont assis en train de réfléchir à tout ça, comment on peut mettre ça en place. Mais je pense que l'idée, en anglais, c'est dumping. Dumping, en français, c'est déversement. Fait que l'idée, c'est que tout ce qu'on pourrait rejeter qui constituerait un déchet devrait être interdit. Après ça, je pense qu'on va le voir à l'usage, mais je pense qu'il faut... Ces normes-là sont là un peu comme des outils que nous, on peut utiliser, je pense, pour rappeler à l'ordre un petit peu des fois le gouvernement, si jamais il y a des déchets de dragage là, qui sont mis en disant, mais regardez, nous, on considère que c'est un déversement, c'est un déchet. Voilà. Je pense que la définition n'est pas encore tout à fait établie. C'est quelque chose qui a été adopté et qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, c'est pas une réponse très, très, très précise, mais moi, je pense qu'on peut voir ça comme une opportunité, ces normes-là, pour s'assurer que ce genre d'activité-là soit interdit. Voilà. Merci. Puis après ça aussi, la norme est là, mais ensuite, il va falloir, pour chaque aire protégée, bien évidemment, ça doit entrer dans la réglementation. La norme, les normes, c'est une politique, c'est des balises en haut. Il faut s'assurer après ça que la réglementation pour chaque aire protégée va répondre à ces normes-là. Donc, oui. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, vas-y, Véronique. Non, mais j'allais juste dire, c'est ça, c'est quand même... on est encore... C'est des outils qui sont quand même encore en développement. C'est ça, c'est dynamique, c'est en évolution, puis... comme je dis, c'est un peu à l'usage qu'on fait avancer les choses, puis c'est en créant des précédents. Donc, oui. Bon, on peut s'entendre sur une chose, c'est que le GBAMP se sont entendus plus ou moins sur les territoires, mais pas du tout sur les juridictions. Oui, je n'entrerai pas dans les détails de ça, mais effectivement, je sais que les délais, en fait, la raison pour la mise en place de réserves de territoire, c'est parce que c'est ça, comme je le mentionnais, Québec voulait aller de l'avant, mais ne pouvait pas le faire avec Pêche et Océan, avec Ottawa. Donc oui, c'est ça, c'est un peu des chicanes perpétuelles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de protéger nos milieux marins, mais la politique... fait obstacle. Oui. Est-ce que tu es très au fait du travail du GBAMP? Ça reste très obscur dans les détails. Oui. Non, je ne suis pas au fait. Probablement, même chose que vous, je pose des questions, j'ai peu de réponses. C'est effectivement assez obscur. On n'a comme pas accès à leurs travaux, parce que je sais qu'ils sont réunis le 15 septembre. Je ne sais pas s'ils sont entendus là, un peu sur les juridictions. C'est ce qui semblait le plus conflictuel suite à leur rencontre du 4 juin dernier. Oui. Oui. Je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz. Oui, je suis d'accord. Puis il y a aussi la réalité que le gouvernement fédéral a atteint ses objectifs pour 2020. Considère, parce qu'eux, comme je le disais, ils comptent les refuges marins. Donc, en comptant les refuges marins, eux ont dépassé leur objectif de 10 %. Donc, ils ont peut-être moins de pression pour avancer et mettre justement enlever de l'eau dans le gaz, mettre de l'eau dans le vin, je ne sais pas trop c'est quoi mais donc, de faire peut-être certaines concessions parce qu'eux, ils l'ont atteint l'objectif, alors que Québec ne l'a pas atteint. Donc, ça crée aussi une espèce de dynamique particulière, je pense, dans ces discussions-là. Peut-être qu'il serait bon d'apporter comme précision au niveau des deux juridictions provinciales et fédérales, c'est que le fédéral a juridiction sur la colonne d'eau,
Et puis le provincial, juridiction sur le fond. Oui. Je pense que c'est une notion qui est essentielle à comprendre du pourquoi on a de la difficulté à s'entendre entre les deux paliers. Ben, oui, effectivement, c'est vrai, c'est un très bon point. Fait que c'est pas juste au niveau des activités, mais sur les éléments physiques eux-mêmes, effectivement, que oui. Donc, on peut. C'est un beau casse-tête, finalement, là. S'ils ne s'entendent pas, ce qui se passe dans la colonne d'eau, ce qui se passe dans le fond, ça affecte l'un l'autre, puis on a deux juridictions avec des fois des objectifs et des intérêts divergents. Tout à fait. Et toute la question aussi, donc, je ne suis pas passée en détail ici sur l'entente bilatérale, mais c'est clairement dit, cette entente-là, finalement, c'est personne ne cède de ses prérogatives ou de sa juridiction. On s'entend pour travailler ensemble, mais ça ne règle pas la question. Tout ce que ça dit, c'est avançons ensemble, mais la question reste... C'est ça, la question de la juridiction n'est toujours pas réglée. Puis là, on le voit, en fait, malgré l'entente, il y a quand même des blocages, effectivement. Bien, il faut voir aussi, c'est que les ministères fédéraux, la mission de ces ministères-là, Pêche Océan gère les pêches, gère la protection des écosystèmes, mais gère également les pêches commerciales. Mm-hmm. Les transports qui siègent là-dessus, ben écoute... Oui. Bien, ça, c'est une réalité, puis on en parlera peut-être un petit peu plus là, au niveau de la création, mais c'est une réalité, en fait, qui existe au niveau terrestre aussi, où est-ce qu'il y a des blocages, bien, des fois, entre les ministères qui ont des intérêts divergents, mais à l'intérieur même d'un ministère. Par exemple, au niveau terrestre, au Québec, on a notre ministère forêt, faune et parc. Ben, tu as la foresterie et la création de parcs à l'intérieur d'un même ministère. Fait effectivement, au niveau de pêche océan, on a la même dynamique où pêche océan, c'est un immense ministère avec des branches qui ont clairement des missions, des objectifs qui sont conflictuels, disons-le, là, quand même. Là. Ben, tu sais, où est-ce que... conflictuel. En fait, ça dépend, ça pourrait être complémentaire, mais souvent, dans la façon dont c'est mené, c'est effectivement conflictuel. Donc, oui, il y a au niveau de la gouvernance de l'environnement, le fait qu'on ait morcelé ça et qu'on ait ensuite mis certains morceaux sous la même agence gouvernementale, ça cause beaucoup de blocages. Puis, je dirais que beaucoup des blocages, en fait, les très longs délais pour la mise en place d'aires protégées, autant au niveau terrestre qu'au niveau marin, c'est dû à ça. Au fait qu'il y a une mésentente au niveau interministériel ou intraministériel même pour arriver à un consensus. Finalement, il faut arriver à un consensus pour la mise en place d'aires protégées. Puis, il y en a qui appliquent des vétos officieux ou officiels là, sur ces projets-là. C'est pour ça que je suis allée étudier en sciences politiques après avoir fait mon diplôme en biologie. Honnêtement. Essayer de comprendre un peu tout ça, parce qu'on a beau comprendre essayer de comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes, mais au bout du compte, ce sont des décisions politiques qui vont permettre ou non leur protection. Merci beaucoup, Véronique. C'est en effet un dossier super complexe, là. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions? N'oubliez pas, on va avoir aussi une période de discussion à la fin aussi, où est-ce qu'on peut élaborer là, sur toutes les thématiques vues aujourd'hui. Je t'invitais peut-être, Véronique, à commencer notre troisième bloc là, sur les aires marines protégées et les Premières Nations. D'accord. Puis comme je le disais tout à l'heure, au début, en fait, bon, on est rendu ici. Cette partie-là va être à nouveau quand même, c'est pas très, très long. Premièrement, parce que bon, il y a quand même beaucoup moins d'exemples en milieu marin qu'en milieu terrestre. Au Québec, comme je l'ai dit, on a 3 aires marines protégées finalement qui sont en place. C'est très, contrairement aux quelques milliers qu'on a en milieu terrestre. Mais je veux surtout, en fait, ouvrir, je vais apporter quelques précisions sur l'implication, tout ça au niveau de la création et de la gestion. Mais je veux aussi comme ouvrir, vous présenter ça comme pour ouvrir la discussion, en fait.
parce que je pense qu'on est dans un moment où il y a quand même beaucoup d'opportunités. Puis, en tout cas, je vais y venir. Donc, comme je le disais, il y a quand même beaucoup moins d'exemples où est-ce que, soit au niveau d'aires protégées autochtones ou même de co-gestion des aires marines protégées en milieu marin qu'en milieu terrestre. Bon, on pense à Guayanas, qui est quand même un exemple notable. Celui-là, il est particulièrement intéressant parce que c'est protection du fond marin jusqu'au sommet de la montagne. Une entente de co-gestion quand même historique, disons-le, entre les AIDA et Parc Canada. Donc, ça, c'est quand même un exemple qui est très intéressant là, en Colombie-Britannique. Sinon, il y a 2 zones de protection marine qui ont été mises en place dans l'Arctique dans les dernières années. Je ne m'avancerai pas à prononcer les noms parce que malheureusement, mon Inuktitut n'est pas à la hauteur de ces noms-là. Mais c'est 2 exemples très intéressants, ceux-là. Bon, c'est certains qui sont... on est dans une zone où est-ce qu'il y a des... voyons, excusez-moi, mon cerveau pense en anglais pendant 2 secondes, mais sont mis en place dans des endroits où il y a des traités, finalement, et que les droits, par exemple, au niveau de la récolte des ressources, sont protégés dans ces zones de protection marine-là. Mais c'est quand même très intéressant parce que ces 2-là sont vraiment mis en place dans un cadre de co-gestion. De co-gestion avec les utilisateurs inuits, avec les organisations inuits et le gouvernement fédéral. Et c'est vraiment l'approche, là. On n'est pas dans une gestion participative, on est réellement dans une co-gestion. Celle de, bon, je vais dire Tuvaï-Wituq, qui est la plus récente, là, qui a été mise en place en 2019. Celle-là est quand même assez avant-gardiste parce que pour 5 ans, en fait, il y a des activités de recherche qui sont mises en place conjointement, où est-ce qu'il y a beaucoup d'espace donné. En fait, il y a vraiment on met de l'avant le savoir traditionnel inuit pour avoir une meilleure compréhension de cette zone-là. Le tout dans une approche de gestion adaptative. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est qu'on ne met pas en place déjà des mesures de conservation. On essaie de vraiment mieux comprendre cet endroit-là. Donc, on protège d'abord, on fait la recherche pour mieux comprendre, pour mettre en place des mesures de gestion. Et disposition, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et puis il y a des dispositions là, pour la poursuite des activités traditionnelles là, de chasse, par exemple, aux mammifères marins, qui va demeurer permise. Je m'excuse, un téléphone qui sonne en arrière-plan. Donc, c'est ça. Quelques exemples quand même au Canada, mais ça reste récent. Et puis, il y en a moins qu'en milieu terrestre. Ça devrait arrêter de sonner bientôt. Je suis désolée. Au niveau de l'implication des Premières Nations au Québec, bon, tout d'abord, un peu comme en milieu terrestre, c'est au niveau de la création. Puis, il y a des dispositions particulières pour la consultation des communautés et organisations autochtones dans l'entente bilatérale Canada-Québec pour la mise en place d'aires marines protégées au Québec. Donc, en fait, ce que ça dit, en gros, ces dispositions-là, c'est que les 2 paliers gouvernementaux doivent travailler ensemble pour s'assurer que l'un et l'autre remplissent leurs responsabilités au niveau de la consultation des communautés et organisations autochtones, puis doivent vraiment mettre en place tous les mécanismes nécessaires et adéquats pour effectuer cette consultation-là. Donc, au niveau des nouveaux projets qui ont été annoncés, là, je pense que les processus de consultation ont déjà même été lancés. Là, en fait, je le confirme, il y a quelques semaines là, pour ces projets-là. Pas pour les mesures de conservation, comme je le disais, là, juste pour les limites qui vont être mises en place. Ici, un petit résumé du processus de création des aires marines protégées. Ça ressemble quand même à ce que je vous avais présenté la semaine dernière là, au niveau terrestre, une analyse par le gouvernement, identification des zones d'intérêt, on informe les usagers. Ici, consultation des communautés autochtones. Concertation des usagers. Donc, vraiment, il y a ici où est-ce que les communautés autochtones sont vraiment consultées
alors que les autres usagers sont informés et on discute avec eux. Mais vous avez un rôle beaucoup plus grand là, au niveau de la consultation. Limites et protection temporaire. Donc, statut projeté qui est appelé en fait à disparaître dans la nouvelle version du projet de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. En ce moment, ce qu'on voit, c'est l'utilisation du statut de protection administrative. C'est l'utilisation d'une protection administrative avec le statut de réserve de territoire dont je parlais. Ensuite, à nouveau, des consultations qui vont avoir lieu avec les communautés autochtones pour les mesures de conservation, concertation avec les autres usagers pour les mesures de conservation, et ensuite, un processus long et parfois très laborieux, intergouvernemental et interministériel qui, on laisse faire, va mener à la création de ces aires marines protégées-là, avec les deux statuts, là, comme je le mentionnais, provincial, fédéral. Et puis, comme le mentionnait M. Léonard, là, avec le Québec qui légifère pour le fonds marin et certaines activités, et le fédéral qui va légiférer pour la colonne d'eau et d'autres activités. Au niveau de... je reviens 2 secondes. Là, donc, c'est ça, au niveau de votre implication. Puis, encore là, bon, là, je n'ai pas inclus, quand je vais parler la semaine dernière, il y a aussi la possibilité pour des communautés autochtones de proposer des projets. À ma connaissance, ça ne s'est pas fait beaucoup en milieu marin au Québec. Je mentionnais tout à l'heure le projet d'Aire nationale marine de conservation dans la baie James. Ça, c'est un projet qui a été proposé par les CRI. En fait, petite parenthèse, moi, je le connais très bien, ce projet-là, parce que j'y ai travaillé. En fait, j'ai fait tout mon projet de maîtrise et de doctorat dessus et j'ai participé avec la communauté, en fait, à la rédaction de la proposition. Donc, ça, c'était vraiment un projet qui émanait de la communauté, initialement Wemingee, puis qui a grossi pour être, en fait, maintenant, c'est tout le gouvernement de la Nation CRI là, qui propose ce projet-là. Mais c'est ça, à ma connaissance, ça ne s'est pas fait vraiment ailleurs au Québec, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, en fait, mon tableau ici pourrait avoir une boîte additionnelle qui inclut proposition par une communauté autochtone. Puis, je vais peut-être y revenir tout à l'heure quand on va parler d'opportunités. Sinon, au niveau de la gestion au Québec, bien, comme je disais, on a peu d'exemples. Hein? Donc, il y a le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, qui est en place depuis un petit peu plus de 20 ans, auquel participe évidemment la communauté des CIPIT, mais depuis un peu plus récemment aussi, de façon un peu plus active récemment, les Malécites. Donc, ça, c'est un modèle de gestion participative, en fait, à travers un comité de coordination qui réunit différents acteurs, dont les Premières Nations. Et puis, ce comité-là a un rôle consultatif auprès des gouvernements. Et puis, le parc marin en lui-même, il est co-géré par les 2 paliers gouvernementaux, comme je le disais. Donc, sinon, dans la zone de protection marine du banc des Américains, bien, la structure, en fait, de gestion est en développement encore. Donc, comme je disais, la désignation du Québec n'est pas encore mise en place. Je sais que les Premières Nations, Malécites et Micmac ont été très impliqués dans tous les processus de consultation qui ont mené à la mise en place là, de cette aire marine protégée-là. Mais au niveau de la gestion, c'est encore en développement. Et puis, je dois vous avouer, je ne suis pas au courant là, des détails de tout ça. Mais donc, il y a quand même, c'est ça, on a ces 2 exemples-là là, au Québec. Sinon, ici, j'ai comme un peu laissé une page blanche parce que je pense que, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de projets d'aires marines protégées. Il n'y a pas beaucoup d'aires marines protégées en place encore au Québec. Là, on a ces beaux projets-là qui s'en viennent. Et on va atteindre avec les projets 10 de protection, mais l'objectif éventuellement, c'est d'arriver jusqu'à un 30 %. Donc, il y a encore beaucoup c'est ça, il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter aux Premières Nations en termes de développer des modèles, même pour les projets là, à venir là, dans l'estuaire et dans le Golfe. Les structures de gestion particulières ou de gouvernance de ces aires marines protégées-là sont encore à définir, à déterminer. On peut s'inspirer de ce qui a été fait
ailleurs au Canada, par exemple, on peut aller voir, là, comme je disais, dans les zones de protection marine qui se font dans l'Arctique, parce qu'il y a quand même une très grande implication, puis beaucoup de place qui est donnée au savoir traditionnel. Ensuite, après ça, c'est certain que ça dépend de vos intérêts, de vos ressources humaines, souvent, parce que ça demande quand même beaucoup de temps et d'investissement, tout ça. Mais on est quand même un peu à une croisée des chemins, je pense, parce que il y a beaucoup de potentiel, finalement, de développer des modèles très, très, très intéressants. La semaine prochaine, on va parler des aires protégées autochtones. Comme je disais, ça, il y a même en milieu marin, au niveau du Canada, il y a très, très peu, en fait, d'avancées qui s'est fait à ce niveau-là. Tout s'est fait un peu plus rapidement au niveau terrestre, puis au niveau marin, il y a comme des fois quelques décennies de retard. Mais en fait, je pense que c'est ça. Ici, j'ouvre la porte. Je vous ai présenté un petit peu là, qu'est-ce qui est en place actuellement au Québec. Il n'y a pas tant de choses que ça à présenter parce qu'il y a peu de projets. Mais je pense c'est ça. Je pense que moi, je dirais, c'est une espèce de main tendue et de dire, ben, assoyons-nous et réfléchissons ensemble. Réfléchissez et réfléchissons tous ensemble à des manières, des façons, je pense, de développer des modèles de gouvernance qui sont intéressants et qui laissent une grande place là, aux Premières Nations. C'est un petit peu une petite note éditoriale ici de ma part, mais je regarde l'heure quand même. Bon, il est 11h07, fait que je pense que je vais laisser ça là. Discussion et questions. Si vous avez des questions précises là, sur la présentation, mais moi, je suis comme intéressée aussi à vous entendre sur où est-ce que vous voyez peut-être les opportunités ou si vous avez des questions sur comment vous prémunir de ces opportunités-là. Voilà. Dans le processus provincial et fédéral de formation des nouvelles AMP, est-ce que tu penses qu'ils vont procéder, comme dans le cas du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, par une loi miroir fédérale-provinciale pour arriver à s'arrimer au niveau des juridictions et de la représentativité? Bien, en fait, comme je le disais, ça va être, je pense que ça va être plutôt comme on voit dans le banc des Américains, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça une loi miroir, mais évidemment, par loi miroir, c'est vraiment la même loi finalement qu'on retrouve dans les deux. Donc, je pense que ça risque d'être un petit peu différent parce que là, chacun va y aller selon ses domaines de juridiction. Mais il va y avoir deux lois qui doivent être harmonisées et s'arrimer l'une à l'autre. C'est dans ce processus-là qu'il faut enchasser la représentativité des communautés autochtones au niveau de la gestion. Oui. Oui. Si ce n'est pas fait à ce niveau-là, on va l'échapper. Oui. Bien, c'est pour ça que je pense que pour les projets là, qui ont été annoncés, comme je le disais, là, les consultations auxquelles vous avez été conviés, c'est vraiment pour la mise en place de réserves de territoire. Donc, c'est juste pour s'entendre un peu sur les limites. C'est un peu une annonce politique pour atteindre les objectifs du Québec, on ne se le cache pas. Là. On ne se le cache pas, c'est exactement ça. Les vraies consultations vont venir plus tard, on l'espère à l'hiver ou au printemps. Puis effectivement, c'est là que va falloir être prêt finalement de votre côté là, à voir jusqu'où vous voulez aller, puis qu'est-ce que vous souhaitez dans ces nouvelles structures-là. Moi, pour les quelques discussions que j'ai eues, puis je dois avouer que j'ai parlé plutôt avec le niveau provincial, tu sais, ils disaient, ben, on ne sait pas trop de quoi ça va avoir l'air. On a une ouverture, on va attendre de voir ce que les communautés vont nous demander ou nous proposer. Fait qu'il y a quand même une porte ouverte. Mais oui, ça va être important. C'est pas après, ça va être... peut-être pas là maintenant dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, dans la prochaine ronde de consultation, ça va être important, effectivement. Merci, Véronique. Il y a peut-être, je veux juste là faire une petite précision. Si on a un petit moment en question, plus de précision, tout ça. Oui. On va arrêter l'enregistrement aussi pour offrir une période de discussion plus ouverte, si ça peut être un enjeu pour certains aussi. Donc, s'il y a des questions peut-être sur le contenu qu'on vient de voir, sinon, ben, on va terminer, nous, notre enregistrement. Céder la parole à Mélissa, puis on va pouvoir poursuivre la discussion aussi là, sur le sujet.